Tu vas Moi bien? aussi, très bien. Et toi? Merci, oui, ça va bien, merci. Bienvenue chez T'es Unique et merci de me recevoir donc, dans cette émission pour le personal branding, ton personal branding. Mais avant ça, je voulais déjà t'offrir ton thé. Ah, J'ai été merci. chercher un petit thé de chez Daman que je pense pouvoir vraiment te correspondre. J'ai été aidée par une certaine Sophie. D'accord. Donc, si tu nous regardes, Sophie, Merci, merci. Sophie. Donc, je te laisse l'ouvrir. Et puis, Sophie qui me sauve la vie tous les jours. Du coup, je suis très, très touché de ta venue et puis de ce cadeau. J'aime beaucoup cette maison d'Aman. et c'est un thé de Corée. Je savais que tu avais Ah, Yongcha, vécu en Asie, Céleste. mais elle m'a précisé exactement la partie du globe où tu avais passé du temps et elle m'a dit bon bah la Corée Écoute, du Sud, ça serait super génial. pour Un Christophe. thé, un thé coréen. Je te laisse servir le thé, je te fais un peu Bon, travailler. d'accord, mais je vais Mais déjà en le même préparer. temps, tu es designer de métier et aujourd'hui tu es fondateur, enfin tu as fondé une agence qui s'appelle VETC Design au sein du groupe VETC. Oui. Et moi je connais un petit peu ton parcours parce qu'on a travaillé ensemble, mais j'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu dans les détails pourquoi tu as choisi ce métier déjà Oui. et d'où tu es parti pour arriver là où tu es. Écoute, c'est plusieurs questions à la fois. Euh, je fais du design parce que je pense que c'est au fond le métier qui synthétise tout ce qui m'a animé du plus jeune âge à aujourd'hui. C'est la photo très jeune et j'aurais voulu être photographe. J'ai une passion pour la cuisine et je sais que j'aspirais à être cuisinier, ce qui n'était pas dans les codes de la famille, donc il fallait faire des études académiques. Mais donc voilà, donc tu vois, la bande dessinée, la photo, la cuisine, j'ai aussi aimé beaucoup la mode. Et en fait, avant ça, encore très petit, l'archéologie. Et l'archéologie, c'était lié à ma passion pour l'Antiquité, pour le Moyen-Âge, mais aussi pour lire les sciences humaines en général, quoi. Et tout ce que j'ai aimé lire étant petit, c'était que des livres de voyage. D'accord. Donc quand tu mélanges l'ensemble de ces éléments, que tu fais un gros cocktail, tu as ma vie d'aujourd'hui. Cuisine, c'est pareil, quand tu commences à cuisiner quelque chose, tu cuisines une viande, un poisson, même une pâtisserie, tu pars des ingrédients que tu as à ta disposition, voire même ceux dont la qualité t'est donnée. C'est-à-dire que si tu veux faire du bœuf, que tu veux faire un bœuf grillé ou avec une sauce de poivre, eh ben, il te faut un filet ou il te faut un contre-filet. Non, mais il te faut une viande qui soit suffisamment tendre Ouais. et pas trop goûteuse, parce que ça sert à rien qu'elle soit très goûteuse, dans la mesure où la tendreté est plus importante que le goût ou que la mâche, parce qu'en fin de compte, tu vas y mettre une sauce très, très forte dessus. Bon, donc tu construis toujours ta vision créative par rapport au réel. Et le design, c'est exactement la même chose. C'est un travail créatif sous contrainte et sous contrainte d'un principe de réalité. Et puis la lecture des voyages, moi j'ai toujours adoré Jules Verne, c'était... T'es un peu un Jules Verne moderne aujourd'hui. Hein, Voilà, parce ce que serait le plus beau des j'ai entendu compliments. récemment que tu faisais 80 vols sur l'année, Oui, oui, long courrier. un peu comme C'est 80 juste énorme. Oui, non, ça va arriver pour ça pendant presque 10 ans. Ouais, mais là, pour le coup, cette année, enfin 2020, j'ai volé 2 fois et sur des petites distances. Donc ça m'a fait un changement assez sidéral. D'accord. Mais après, la notion de nomadisme ou de mobilité, elle est à la fois physique et elle est aussi spirituelle. J'ai toujours aimé cette idée, en tout cas, qu'il y a dans le nomadisme et dans le voyage, qui est l'idée du mouvement. Et pour générer le mouvement, il faut du déséquilibre. Et s'il y a un déséquilibre, il y a mouvement. Quand tu marches, tu prends le risque de te mettre en équilibre sur un pied avant de reposer l'autre devant, et ainsi de suite. Et c'est ça qui crée aussi l'émotion. Donc, Oui, puis c'est ce qui crée le mouvement. Tu vois, ce déséquilibre crée le mouvement, en fait. Et donc j'ai toujours été... voilà. Donc tu peux recréer du déséquilibre d'une manière différente. Et donc, bon, aujourd'hui, donc, tu diriges VETC Design, mais avant ça, qu'est-ce que tu as fait? Donc j'ai fait des études qui étaient d'abord des études d'école de commerce. Parce qu'en fin de compte, fort de cette hésitation entre une école de mode, une école de cuisine, ou une école de photo, j'ai finalement fait un choix plus académique, de faire une prépa, et après mon année de prépa, de passer des concours et d'intégrer une école de commerce. Qui était à la fois sûrement un choix de bon sens dicté ou en tout cas insufflé par mes parents. J'ai commencé par une école de commerce et donc c'était sûrement un parcours plus académique. Donc j'ai fait une prépa, passé des concours, j'ai eu une école de commerce et voilà, j'en ai choisi une qui m'a fait voyager parce que déjà l'idée du voyage était importante pour moi. C'était laquelle? L'ISG. D'accord. Et à l'époque j'ai ouvert la première promo qui est partie en Asie d'ailleurs. Ok.
Donc je suis parti pendant une année, 2 semestres, un aux États-Unis, en Californie, et l'autre en Chine et au Japon, avec un court passage par la Corée. Donc en fait, déjà, l'Asie s'est installée dans ma vie assez tôt. Et au retour de cette école, j'ai fait d'ailleurs tous mes mémoires de l'école et tous mes stages dans le design. Mais pas dans le design qu'on pourrait appeler celui du branding, dans lequel je travaille aujourd'hui, mais plus le design de l'objet, plus expérimental, plus architectural. D'accord. Donc j'ai, en l'occurrence, été pendant un temps chez Nemo avec François Scali et Alain Domingo, qui sont 2 designers passionnants et 2 troublions du design qui, à l'époque, n'en manquaient pas une pour provoquer, pour instiller de nouvelles visions du monde. C'est eux qui avaient créé le Génitron, qui était cette horloge qui décomptait le temps jusqu'à l'an 2000, qui était installée à Beaubourg. Voilà. Donc voilà, donc en fin de compte, j'ai été dans des agences de ce type-là, et donc après mon école de commerce, il a fallu que je fasse mon service militaire, et je suis parti, j'ai eu la chance de trouver une coopération, de nouveau en Asie, donc je suis reparti en Asie, en Corée du Sud, là où j'ai passé 2 ans. Et donc en fait, après mon école de commerce, je suis rentré en France, puis je suis parti à l'étranger donc pour faire mon service militaire dans la coopération, en Corée du Sud. J'avais différentes options, et j'avais en l'occurrence Hong Kong ou la Corée, et on était en 88 à l'époque. Quand j'ai choisi de partir en Corée, c'était le début 88, avant les Jeux Olympiques. Et j'avais le souvenir de la Corée en 87, que j'avais visité en 87, qui était pour moi un pays qui était sur le point d'éclore, quoi. J'avais le sentiment qu'il y avait une énergie incroyable. Mais c'était vraiment un pressentiment, parce que je n'avais pas d'éléments très objectifs pour le dire. Et tu as été assez visionnaire finalement. Ouais, j'ai eu de la chance, ouais. J'ai eu beaucoup de chance, parce que j'avais aucune idée des conséquences des Jeux Olympiques, et surtout de cette ambition dévorante de la Corée à s'établir comme une nouvelle destination économique et même culturelle sur la carte mondiale. J'ai vu l'avant, le pendant et l'après, puisque j'y suis arrivé tout début 89, juste après les Jeux Olympiques. Donc j'ai vu l'avant Jeux Olympiques et l'après, c'est déjà 2 pays différents. Et une fois que les Jeux Olympiques ont fait leur effet, le pays a cessé de se développer. Donc je l'ai suivi depuis quotidiennement, et pour des raisons à la fois personnelles et professionnelles. Et donc en fin de compte, je suis rentré de Corée, et ensuite, après la Corée, je suis rentré en France, et donc là, j'ai décidé de quitter la boîte qui m'avait employé, qui était une boîte géniale, mais j'étais au marketing et je ne me sentais pas une âme d'être chez l'annonceur, comme on dit. Et donc en fait, j'ai donc démissionné de cette boîte pour trouver un 3e cycle que j'ai trouvé en Italie. Et entre le moment où j'avais démissionné et le début de mon 3e cycle, j'ai trouvé, enfin, en l'occurrence, j'ai quand même cherché mon job dans le design avant de démissionner. J'ai trouvé un job dans une agence de design qui m'a permis de passer 6-8 mois avant mon départ en Italie à travailler dans le design. J'ai rencontré un gars absolument génial, extrêmement inventif, qui avait beaucoup de talent, qui est décédé malheureusement maintenant, qui s'appelait Yves Suti, qui avait créé Keops. Et je suis rentré pour faire du planning stratégique chez Keops. Et donc je fais tout un travail de planning stratégique sur les comportements des gens, le rapport aux marques. Et j'ai commencé à m'intéresser à la sémiologie grâce à lui, ce qui m'a beaucoup initié sur les théories du carré magique, entre autres, de Floch, et à pas mal de choses que pouvait intégrer aussi Jean-Noël Capferrer dans ses cours, puisqu'il intégrait aussi une partie de compréhension des signes. Donc je me suis intéressé grâce à lui à pas mal de choses, à Baudrillard, à pas mal de gens qui avaient une vision socioculturelle sur le design, puisque lui, il avait cette sensibilité-là. Et après ça, il a fallu que je fasse après la Corée, rentrer en Corée, et cette période de travail chez 8 mois, je suis parti faire mes études à Milan, où j'ai fait un 3e cycle de design à la Domus Academy. Et donc la Domus Academy, c'était un endroit qui était absolument exceptionnel, puisqu'il y avait, je crois, plus de 35 nationalités dans la classe, pour une centaine d'élèves, organisés en 2 parcours, un parcours mode et un parcours design. Moi, je suis en parcours design, et on nous apprenait à la fois le design management et le design en général. Il y a des gens qui t'ont justement inspiré ou encouragé dans cette voie. Est-ce qu'on t'a quelque part, entre guillemets, mentorisé ou poussé en te disant ouais, c'est vraiment vers là que tu dois aller, t'es vraiment fait pour ça, ce genre de choses? Pas vraiment, mais j'avais un tissu familial dans lequel je pouvais trouver des référents intéressants. J'avais un grand-père maternel qui était mécanicien de formation et qui était devenu entrepreneur, qui a monté un business de pièces détachées, et qui, grâce à ce business qui le rémunérait,
correctement, travaillait des inventions. Il a inventé le poêle à mazout avant que le brevet soit déposé. Il n'a pas D'accord. déposé le brevet parce qu'il n'était pas du tout. C'était pas un businessman, c'était plutôt D'accord. un inventeur fou. Il était un peu initié et influencé en fin de compte, plus qu'initié parce qu'il est mort. J'étais très jeune, j'avais à peine une petite dizaine d'années quand il est mort. Mais je sais qu'il avait préparé beaucoup de choses pour moi, des moteurs de moto découpés. Et donc j'ai gardé cette idée. Voilà. Euh, voilà. Donc c'était. Ça s'est imprégné en fait en toi quelque part. Exactement, Ouais. exactement. J'ai encore, tu vois, une plaque de métal Oui, j'allais te dire, avec t'as encore des objets. oui, un objet une plaque de métal qui venait visser sur les cycles qu'il créait, parce qu'il créait des cycles. Ouais. Il fabriquait des vélos et il les customisait. Donc, déjà à l'époque, Ouais. il faisait des tricycles, des choses comme ça. Comme quoi Et l'ancrage, dans la petite enfance, c'est quand même vachement tout important. à fait, tout à fait. Ouais. Et puis il y avait mon père aussi qui a toujours une passion extrêmement forte pour l'architecture, qui était un architecte contrarié, il a fait pharmacie, et donc j'ai grandi dans une maison qui était peuplée, en fin de compte, du travail de tous ces grands designers, quoi. À l'époque, quand j'étais gosse, Cassina, il y avait deux catalogues, il y avait le noir et le rouge. Le noir, c'était les classiques, Le Corbusier, Macintosh, Asplund et autres. Et puis le rouge, c'était les modernes, Vico Magistretti, Kita, Deganello, Gaetano Pesce. Et donc à la maison, je dirais presque que le catalogue noir et le catalogue rouge cohabitaient. D'accord. Il y avait des classiques et puis il y avait en même temps, voilà, tu vois, ce lit d'Hélène Gray, c'est mon père qui me l'a donné, par exemple. Tu vois. Ok. Voilà. Ce fauteuil, ce Charles Eames, je l'ai acheté. Super beau. Ouais, en fin de compte, on a grandi à la maison, on en a un par enfant, il y en a 4 chez nous. Et donc, c'est pareil, c'est un cadeau que j'ai eu de mon père. Vachement bien conservé. Oui, bah, écoute, il n'est pas très vieux, lui, il a une petite trentaine d'années, un peu moins. Mais c'est encore un des derniers en coque palissandre, parce qu'ils ne se font plus en coque palissandre. D'accord. Ils sont en merisier maintenant. Ouais. Donc, c'est une ancienne génération. Voilà. Donc, en fait, il y a différentes choses, quoi, comme ça, qui sont restées ancrées en moi, cette culture de l'objet. Et de l'entrepreneuriat, quelque part aussi, un peu. Oui, peut-être, parce qu'en fin de compte, mon père aussi était entrepreneur, parce qu'il était pharmacien, mais c'était un peu un hasard. Mes parents étaient pharmaciens tous les deux, et ils ont développé, en fin de compte, une activité qui a transcendé la pharmacie, puisqu'ils ont développé des paras. Donc, et donc, ils sont passés de 2 pharmacies à. En tout, à une époque, ils étaient allés jusqu'à 5 points de vente. Et comment toi tu es arrivé dans l'entrepreneuriat? Parce que de ce que je comprends, Alors moi, tu avais avec un beaucoup de parcours pudeur. quand même avant de salariat, entre guillemets, Oui. et d'apprentissage. En fait, je pense que. Alors d'abord, moi, je suis entrepreneur en chambre, parce que j'ai l'humilité de me dire que je suis entrepreneur dans un groupe qui a eu l'intelligence et la générosité de me laisser entreprendre, le groupe BETC, honnêtement, parce qu'en fin de compte, peu de groupes sont aussi ouverts à ça. Donc j'y suis arrivé dans une posture où après une acquisition ambitieuse d'une agence qui faisait du design et du digital, que j'avais rejoint juste avant le rachat, mais intentionnellement, dans l'idée qu'elle soit rachetée. D'accord. Donc c'était pas un hasard, mais je rejoins, pris une part minoritaire au capital et donc participé donc à la fusion de cette boîte. Il se trouve que les vicissitudes du marché ont fait que c'était dans les années 2000, quand la bulle Internet a explosé, et où le groupe Havas a réorganisé ses positions. Et donc, en fin de compte, d'une agence qui devait être design et digital, un peu comme l'était à l'époque nos agences modestes, c'était Razorfish, ou le Icon Media Lab, c'est une agence qui était en train d'hybrider le travail du design et du digital, ou même Frog, à une époque où ce n'était pas encore du tout théorisé, et puis où les marchés n'étaient pas spécialisés au point de, aujourd'hui, être extrêmement clivés. En fait, voilà, l'aventure s'est retrouvée contrariée par le marché et par une politique de groupe d'une direction qui n'existe plus aujourd'hui, qui a quitté Havas, puisque Havas a été racheté par le groupe Bolloré. Et donc, en fait, je me suis retrouvé dans l'obligation d'être entrepreneur, parce que je me suis retrouvé à la tête d'une boîte qui est passée de 3 personnes à 30 personnes, et de 30 personnes à 5 personnes, quoi. Par réorganisation et par découpage. Donc, en fait, comme je ne voulais pas être dans une boîte de 5 personnes, je me suis retrouvé dans une position de devoir réinventer le modèle. Sans avoir particulièrement de point d'appui. Donc il a fallu que j'invente un modèle. Et c'est là que j'ai décidé d'inventer un modèle qui était assez holistique, d'une agence qui adressait le design d'abord du point de vue de l'humain, avant de le faire du point de vue de la marque. En tout cas, de se dire qu'en fin de compte, ce qui est la meilleure relation que peut établir une marque avec ses publics, c'est que ce soit une relation humaine. Et donc, qu'elle soit technique finalement. Ouais, ou même commerciale. Tout à fait, exactement. La technique étant un moyen d'aboutir aux usages qu'on doit garantir, mais d'abord commercial. Et en fait, bien évidemment, il n'y a pas de marque sans business. Par contre, il y a des business sans marque. Et quand on a un très bon business, on n'a pas d'obligation de se faire une marque. On peut très bien, il y a des gens qui vivent avec des très bons business et qui n'ont pas de marque et qui s'en passent très bien. Sauf que l'avantage d'une marque, c'est de capitaliser sur
quelque chose d'autre qu'un simple business et d'être souvent en plus un vecteur de progrès. D'abord un vecteur de progrès parce qu'une marque se donne des obligations d'innovation pour continuer à garder sa position sur le marché et continuer à être respectée et appréciée. Donc elle investit dans la recherche, ce que ne fait pas quelqu'un qui fait du business. Quelqu'un qui fait du business réoriente son business en fonction de ce qui se vend et ce qui s'achète. Ouais, tout à fait. Voilà. C'est le marché qui décide, quoi. Exactement, et la concurrence, c'est très empirique et c'est très tactique. Une marque se donne des obligations stratégiques. Et dans ces obligations stratégiques, il y a celle sous-jacente du progrès. Et donc le progrès, il est relatif, hein, mais c'est un progrès technique, mais c'est aussi un progrès social. Et donc de ce fait, la marque s'inscrit dans le champ de notre vie quotidienne, dans le champ de la société, et donc elle a des obligations par rapport à ça. Et dès qu'elle ne les garantit pas, ces obligations, qu'elle se réfugie sur des positions mercantiles, et on est puni, hein, surtout en ce moment où en fin de compte on demande de la solidarité, et donc la solidarité est sociale et économique, mais voilà, elle passe par le social. Donc en fait, voilà, moi ce qui m'a intéressé, c'est d'avoir une approche sur les marques qui soit une approche ethnographique, anthropologique, sociologique, et donc par le biais aussi de la sémiologie, et donc des sciences humaines, pour voir comment, en fin de compte, on amène une posture de business à plus de vertu que de générer du cash. Mais il n'y a pas de marque sans business. Autrement, ça, c'est de religion. Ouais. Donc moi, je ne suis pas dans la religion, et je ne suis pas que dans le business. Je suis dans la jonction entre cette vision culturelle de la marque et cette vision économique. Et donc moi, mon travail, c'est de réconcilier les deux d'une manière qu'elle soit vertueuse pour ceux à qui elle va être offerte. D'abord en interne de la boîte, comme en externe, sur les clients ou les partenaires. Donc voilà, donc j'ai décidé que l'agence devrait être de ce fait holistique et pas une agence de techniciens. C'était finalement assez avant-gardiste. Enfin, l'agence a 20 ans et il me semble qu'il y a 20 ans, on n'avait pas vraiment cette vision du design en France. Gonflé quand même, d'essayer de décloisonner. Merci. Et loin en fait, tu as eu du nez. Alors oui, moi c'était une impatience personnelle, donc en fait j'étais frustré que ce ne soit pas comme ça. Et je n'avais pas du tout envie d'être un spécialiste. Je voulais bien être un expert, mais pas un spécialiste. Et donc, en fin de compte, on l'a aussi payé cher collectivement, parce que c'était un business model qui a été extrêmement éprouvant. De réussir à légitimer des équipes stratégiques commerciales multimétiers, alors que tous nos concurrents étaient hyper spécialisés. Et à la limite, chaque fois qu'on était sur une concurrence ou une compétition, on se retrouvait avec un concurrent qui, à l'échelle de la spécialité qu'il devait activer, était de notre taille, voire plus grand que nous, à l'échelle de l'agence. Donc en fait, on a eu un modèle extrêmement ambitieux. Pour autant, pour moi, ça a été 20 ans d'une aventure incroyable. On a eu l'idée de construire une communauté humaine qui avait les mêmes valeurs et qui se centrait sur l'idée du progrès. Et donc de fait de se dire que les marques n'étaient pas que des systèmes économiques ou marketing, mais aussi des systèmes culturels, et on devait faire cohabiter les deux. Et du coup, tu as prononcé le mot valeur. Justement, j'aimerais savoir quelles sont les valeurs qui finalement poussent tes projets, mais aussi t'aident au quotidien à gérer l'agence, à recruter, à choisir peut-être aussi certains clients plus que d'autres. Finalement, ce qui attire vers toi les clients qui ont envie de travailler aussi avec l'agence, en fait, avec des valeurs compatibles. Ouais. Alors c'est marrant que tu dis ça, parce qu'effectivement, en y réfléchissant, je me rends compte que on a le même choix, en tout cas, de valeurs pour les projets comme pour les gens qui nous rejoignent. Sachant que sur les projets, on est quand même confronté à une logique de marché et nos choix sont relatifs, on répond à des appels d'offres. Mais c'est vrai que les projets qui nous passionnent sont d'abord et avant tout des projets qui portent en une forme d'ambition. Ça peut être un entrepreneur totalement indépendant, comme un grand groupe. L'ambition n'est pas consubstantielle de la taille du projet, mais plutôt de ce que le projet vise à établir comme nouvelle réalité. Donc c'est vrai que tous les projets qui sont dans un vecteur de progrès, dans un vecteur d'innovation, dans un vecteur de changement d'une catégorie, sont des projets qui nous intéressent beaucoup. Donc l'ambition, c'est important, mais aussi chez un salarié, parce que quand on embauche quelqu'un, s'il n'a pas d'ambition, il risque d'avoir une motivation fluctuante. Mais l'ambition nécessite une deuxième valeur, qui est celle de la bienveillance. Et de l'exigence aussi. Alors, ça va de pair, non ? Oui, mais l'ambition, pour moi, c'est déjà en soi une forme d'exigence. C'est-à-dire qu'être ambitieux, c'est déjà ça, c'est se donner une exigence quotidienne. Autrement, tu n'as pas d'ambition, c'est de la vanité. Mais justement, sans bienveillance et sans cet esprit de solidarité, l'ambition, elle est néfaste, elle est nocive. Pareil pour une boîte qui a de l'ambition au détriment des autres, forcément,
ça n'a strictement rien de vertueux et c'est plutôt destructeur de valeur Et c'est toxique aussi pour elle-même. Exactement, pour elle et pour sa catégorie. Et pour quelqu'un aussi pareil, quelqu'un qui a de l'ambition mais qui n'a pas de bienveillance, qui n'a pas l'idée qu'en fin de compte, par exemple dans le métier, il y a un truc qui est fort, que je trouve qui est très vrai, c'est que il est plus généreux de recevoir que de donner. Et moi, je considère que nos clients sont généreux de recevoir nos idées. Puisqu'en fin de compte, quand tu reçois l'idée de quelqu'un d'autre, tu dois accepter une réalité qui n'est pas la tienne. Donc tu dois faire intrusion dans ton propre système de pensée pour accepter l'altérité. Ah, j'adore comment tu dis. Non, mais c'est vrai. Et quand tu es dans un meeting et que tu donnes une idée, par exemple, stratégique à un créatif, il dit « Ah, j'ai une idée géniale !» En fin de compte, c'est très emmerdant une idée géniale parce que ça fait intrusion dans la tête de ton créatif. Donc en fin de compte, donner des idées, ce n'est pas un acte de générosité. Les recevoir, c'est un acte de générosité. Donc ceux qui reçoivent sont ceux qui sont généreux, en fait, pas ceux qui donnent. Et donc, si tu n'as pas ça en tête, tu vas forcément manquer de bienveillance dans ta manière de travailler, de collaborer et de donner tes idées. D'abord dans tes équipes et ensuite des équipes, des agences à leurs clients. Donc, s'il n'y a pas d'ambition, il n'y a pas de moteur, mais une ambition sans bienveillance, c'est de la vanité. Voilà. Et la bienveillance, troisième valeur, la bienveillance sans courage, ça peut être de la lâcheté ou de la facilité. Et en fin de compte, le courage, c'est aussi extrêmement important. Mais parce que du courage sans ambition, c'est de la bêtise aussi. Parce que des gens qui sont courageux mais qui n'ont pas d'ambition, ils n'ont pas de direction. Donc en fin de compte, tu te rends compte qu'il faut de l'ambition, mais de l'ambition avec de la bienveillance. Il faut de la bienveillance, mais de la bienveillance avec du courage. Mais il faut du courage, mais du courage avec de l'ambition. On aurait presque envie de faire un petit cercle. Voilà, ça se nourrit. Parce que les valeurs, par exemple, dont je te parle, sont des valeurs qui en tout cas, j'espère, m'animent tous les jours. Mais je ne me sens pas... au niveau d'ambition que j'aimerais être, je ne me sens pas au niveau de courage que j'aimerais bien être, je ne me sens pas au niveau de bienveillance que j'aimerais atteindre. Donc, pour moi, ce sont des objectifs et comme des mantras que je dois me répéter chaque jour pour être sûr d'être au mieux de ce que je peux faire sur ces trois valeurs. Parce que même moi, je ne me sens pas toujours à la hauteur de mes ambitions. Enfin, et alors, tu vois, là, on a quand même traversé 10 mois un petit peu lourds en termes d'énergie, de morale, tout ça, enfin toutes ces épreuves. Comment tu arrives à rester, keep your spirit up, comme on dit en anglais, garder le moral, hein, qu'est-ce qui te recharge, à quoi tu te connectes finalement? Écoute, déjà il y a une réponse qui est évidente, c'est aux autres et à ceux de l'agence. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la solidarité dont ont fait preuve les équipes était extrêmement structurante. Donc en fin de compte, je dirais que la réponse la plus universelle, c'est la connexion aux autres et la rencontre de nouvelles personnes. D'accord. Mais là, quand on ne peut pas rencontrer, du coup... Oui, mais on les rencontre, en fait, on les rencontre intellectuellement déjà. Et alors, j'ai encore quelques questions. Moi, je te dis que tu es unique. Et tu pourrais rajouter quoi ou qu'est-ce que tu penserais, qu'est-ce que tu aimerais finalement qu'on puisse dire de toi? Tu es quelqu'un de... Voilà, donc, mais après, si on devait se rappeler de moi, écoute, je pense que ce qui m'importe le plus, ce qui m'importerait le plus, c'est d'avoir su être moderne, au sens propre du mot moderne. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la modernité, pour moi, elle est liée à deux choses. Elle est liée à une notion de simplicité et d'évidence. La modernité, c'est le contraire de l'ornement ou de l'ornementation. Donc, ce qui est moderne est essentiel. Et ce qui est moderne, c'est le début du futur. Parce que moderne, c'est pas futuriste. Ouais. C'est le début de demain, c'est aujourd'hui et demain, c'est cette jonction entre aujourd'hui et demain. C'est d'être capable d'avoir cette impulsion qui fait qu'on met les choses en mouvement, justement, et on les met dans la bonne direction. Voilà. Et j'aimerais que, voilà, à la fois humainement, mes enfants, j'aimerais qu'ils me disent ça, et mes clients aussi. Et tu vois cet exercice entre le corporate branding et le personal branding, il y a un vrai lien. Et c'est aussi pour ça qu'on fait T'es unique. En tout cas, pour moi, le lien est évident, puisqu'on parle d'humain. Et justement, j'aimerais avoir ton conseil pour un personal branding réussi, même encore plus aujourd'hui, où il est essentiel de ressortir, puisqu'on est privé de contact physique, on a beaucoup de vitrines virtuelles. Quel serait ton conseil? Écoute, c'est marrant parce que
Le conseil que je vais te donner, enfin, honnêtement, j'avais lu la question avant que tu n'arrives et je n'avais pas le début de réponse. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux dire sur ça? Je pense que, d'abord, je vais dire deux choses. La première chose, c'est que je pense qu'il faut être sincère. La sincérité n'est pas forcément la vérité. La sincérité, c'est un alignement entre ce qu'on pense et ce qu'on fait. Voilà. La vérité, c'est un état de fait. Voilà. Mais je dirais que la vérité, elle porte en soi une dimension morale. Et je pense qu'en fin de compte, si on veut accomplir des choses, il ne faut pas s'arrêter au principe de vérité ou au principe de réalité, parce qu'autrement, on est soit un moine bouddhiste, enfin on est un moine, on est un mystique, la vérité ça s'impose, et le principe de réalité, ça devient très trivial. Donc on navigue entre principe de réalité trivial et principe de vérité absolu, inatteignable. Et donc le chemin qui est entre les deux, qui pour moi le chemin qui fait la jonction entre principe de réalité et principe de vérité, c'est la sincérité. Parce que la sincérité, c'est son propre centre de gravité en fonction de ces deux extrêmes-là. Certains sont plus proches d'un principe de vérité, d'autres sont plus proches d'un principe de réalité. Certains sont plus idéalistes que d'autres, certains sont plus pragmatiques que d'autres. Mais je pense qu'un bon personal branding, c'est d'abord construit sur un principe de sincérité. Et la deuxième chose, c'est quelque chose que j'ai dit à mon fils il n'y a pas très longtemps, en lui faisant un cadeau pour ses 20 ans. Je lui ai dit, donne-toi une mission et tu auras un pouvoir. Et enfin, je pense que dans le personal branding, il faut se donner une mission. Et si on a une mission, on en tire un pouvoir. Celui d'abord de convaincre et d'entraîner les gens, mais aussi celui d'accomplir des choses. Et je pense que le seul intérêt du personal branding, c'est pas de se mettre une décoration sur la tête comme une couronne, mais c'est plutôt l'idée de se donner un pouvoir de transformation des choses. Et donc à ce titre, si on est d'abord sincère entre principe de vérité et principe de réalité, et qu'en plus de ça, on se donne une mission. L'alignement, en fait. Voilà. Ouais. Ok, super, merci beaucoup. J'ai les petites questions surprises. Ah. Il y en a 3, mais t'en choisis qu'une. Oula, c'est une longue question. Ouais, oh là. Donc, supposons. Pardon, c'est mon écriture. Non, mais moi je n'ai pas de lunettes et je devrais, tu vois, à 7 heures de la journée. Donc, Dieu te propose. De quoi? Une interview visible sur Canal Univers. D'accord, oui, j'étais pas prêt. Sujet libre. De quoi choisirais-tu de parler? Dieu te propose une interview, peut-être du péché originel. Ah ouais? Pourquoi? Oui. Parce qu'en fin de compte, je pense que j'ai été élevé dans l'idée qu'il faut être loyal à ses causes, à ceux qu'on aime, mais il ne faut pas être obéissant. Ah, j'aime bien ça. Et le péché originel, si tu veux, ça pose la question de la loyauté et de la désobéissance. Ouais. Et en fin de compte, on a jugé Adam et Ève sur le principe de la désobéissance, mais malgré tout, n'étaient-ils pas loyaux à Dieu? Parce qu'en fin de compte, ils ont fait un acte de liberté, puisqu'en fin de compte, en faisant ça, ils sont désobéis, effectivement, mais ils ont pris aussi le chemin de la responsabilité de leur vie, puisqu'en fin de compte, ils sont devenus mortels. Donc je pense que je serais de discuter du péché originel. J'aime bien. Et j'aime bien cette histoire de loyauté, de désobéissance. En tout cas, personnellement, moi, ça me parle bien. Donc... J'aurais une discussion extrêmement humble. Bon, voilà. Écoute, en toute humilité. C'était la petite question. Ouais, c'était... Il y en avait 2 autres aussi. C'est vrai? Ouais. Bon. Ça va être merci facile. Beaucoup en tout cas. C'était vraiment non, je t'en prie. Hein. Merci de ta présence, merci de tes questions extrêmement sincères et puis de ce très bon thé qui est très très bon, effectivement. Je suis heureuse. Je l'aime beaucoup. Ouais. Il est tout en nuances. Il est tout en nuances et il est très très bon. C'était super. Merci Lucie.